de nombreuses valeurs. Donc nous sommes très heureux, Hugo, de t'accueillir aujourd'hui pour parler développement économique et transition écologique de nos territoires. Alors nous répondrons à toutes vos questions à la fin du webinaire. Je vous invite donc à les noter sur votre cahier ou directement dans le chat du webinaire pour ne pas les oublier. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Donc, comme vous le savez, Camille, tu peux passer? Comme vous le savez, on va vous parler aujourd'hui de transition, notamment de transition environnementale, transition écologique. Donc, comme toutes les autres transitions, celle-ci nous impacte tous, alors, en tant que territoire, en tant qu'organisation et en tant que personne. Et si elles nous impactent tous, alors à des niveaux différents, ces transitions nous imposent surtout des défis dont nous ne connaissons finalement pas encore leurs répercussions réelles. Alors, que faire? Eh bien, en me replongeant dans ma veille pour préparer ce webinaire, j'ai vu que l'ANCT avait essayé de nous donner une réponse, enfin plutôt une direction dans laquelle chercher une réponse. Dans son rapport intitulé La transition écologique comme moteur de la cohésion des territoires, l'ANCT nous suggère d'inventer de nouveaux mécanismes de coordination, de coopération et de solidarité. Malheureusement, le rapport s'arrête à cette injonction. Alors, le mot est peut-être un peu fort, on va parler de proposition, mais sans réellement, du coup, apporter de réponse, de solution. C'est plutôt un rapport exploratoire. Et donc, vous l'aurez compris, avec Hugo, notre ambition aujourd'hui est bien de vous apporter un début de réponse, de vous proposer une solution. Et donc, que faut-il faire? Que faut-il entendre par inventer de nouveaux mécanismes de coordination, de coopération et de solidarité? Vaste question, n'est-ce pas? Alors, nous allons tenter d'apporter une réponse en 2 temps. Tout d'abord, Hugo échangera avec vous sur comment concilier écologie et développement économique de nos territoires. Et je reprendrai ensuite la parole pour aborder la notion de faire communauté au sein des territoires. Hugo, je te laisse la parole. Merci Vincent, bonjour à tous et à toutes. Je vois que dans le chat, quelqu'un nous demande de nous présenter peut-être. Je commence. Donc, je suis Hugo Lambert, le cofondateur du Studio Reset. Donc, le Studio Reset, c'est un studio de formation qui crée des programmes de formation pour agir face aux défis climatiques et environnementaux. On travaille avec 2 types de clients, des acteurs territoriaux, puisque j'ai, avec mon associé, une petite expérience d'une petite dizaine d'années dans le champ du développement économique territorial, et auprès des entreprises pour les accompagner dans la transition de leur modèle pour faire face aux enjeux climatiques et environnementaux. Vincent, tu veux présenter Voodoo? Tu le feras après? Je ne sais pas. Bon, je vais présenter très rapidement. Voodoo, donc, on est une entreprise française basée en Alsace et on est dédié au faire communauté. C'est-à-dire qu'on propose à la fois du conseil, de la formation et des solutions digitales pour aider les territoires, les filières et les entreprises à faire communauté, c'est-à-dire à inventer des nouveaux modes de coopération pour être plus efficace, plus efficient dans son quotidien. Voilà. Mais vous inquiétez pas, dans le replay qu'on vous enverra avec la présentation, vous aurez des présentations beaucoup plus détaillées de nos 2 structures. Voilà, on ne voulait surtout pas trop vous embêter avec ça aujourd'hui. Voilà. Hugo, c'est à Super. toi. Donc effectivement, hein, quand Vincent m'a contacté dans le cadre de ce webinaire, avec une thématique qui était effectivement comment est-ce qu'on concilie écologie et développement économique de nos territoires, on s'est un peu posé la question comment on essaye de trouver des solutions sur ce sujet qui en réalité est un peu épineux. Donc dans le cadre de ce webinaire, je vous propose de l'aborder à travers 3 défis qui me semblent un peu structurants dans le cadre des questions qui sont les nôtres. Un premier défi qui sera de voir comment on repense le cadre du développement économique dans un contexte de transition. Un deuxième défi qui est de penser la soutenabilité des modèles d'affaires des entreprises. Et enfin, un troisième défi qui est de penser la résilience économique de nos territoires. Et tout ça devant nous permettre de pousser une nouvelle manière de faire du développement économique pour prendre en compte les enjeux climatiques et environnementaux. Donc, si on revient un peu sur ce qu'est le développement économique, moi j'aime bien partir de ça parce que c'est toujours un point de départ intéressant. En fait, le développement économique, c'est bien l'expansion des activités économiques qui ont une incidence sur l'amélioration des conditions de vie et de vie de la population. Or, si on se pose un peu sur ce qu'est une économie, finalement, c'est quoi? C'est des flux entrants, donc de l'énergie, des matières premières, des biens et services intermédiaires,
c'est des activités de transformation qui génèrent des produits ou services, et des activités d'utilisation-consommation qui nécessitent également de l'énergie et des ressources. Donc en fait, quand on parle d'économie et donc de développement économique, on parle bien de l'ensemble des activités qui utilisent de l'énergie, des matières premières, des équipements, des infrastructures, des machines, des capitaux financiers, des hommes et des femmes qui permettent de nourrir en fait cette boucle d'extraction, transformation, consommation des ressources et de l'énergie. Or, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte en fait que on fait face à un problème qui est tout simplement que l'augmentation de ces boucles d'extraction, production, consommation a été telle que du fait de l'augmentation du parc machine, du fait de l'explosion démographique de ce dernier siècle, bah, on arrive à une situation de sursollicitation des ressources, qu'elles soient en amont, pendant et en aval. Or ça produit des passagers indésirables en fait dans cette affaire, c'est que on surproduit des déchets ou des effets environnementaux indésirés, donc par exemple les gaz à effet de serre, l'effondrement de la biodiversité sont des conséquences, on va dire, induites par notre modèle de développement, et on crée des tensions d'accès aux ressources énergétiques et matières premières. L'actualité récente voilà, nous l'aura montré, il y a des sujets d'approvisionnement, puisqu'en France, on n'a pas de gaz, on n'a pas de pétrole, on n'a pas un certain nombre de ressources de matières premières qui existent et qui sont utilisées dans le cadre de notre économie. Et donc, ça nous pose la question de penser en fait la transition de notre économie, puisqu'on voit bien qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, avec une transition qui est menante, selon moi, hein, qui est celle de la transition écologique. Donc, on passe d'un cadre, Camille, on va juste rester un peu sur la slide précédente, d'un cadre où on avait de l'énergie et des matières premières qui étaient accessibles et abondantes, avec un cadre climatique qui était stable et une biodiversité qui était riche, à demain, un cadre stratégique où l'énergie et les matières premières sont moins accessibles et plus onéreuses. Donc là, je vous donne des illustrations, hein. Typiquement, le conflit en Ukraine a montré que on n'avait pas de gaz et que finalement les approvisionnements en gaz étaient limités à l'échelle de la planète. On voit sur les sujets de décarbonation qu'il y a des tensions sur les matières premières, typiquement le lithium, le cuivre, le graphite, et on voit que certains pays bloquent l'accès ou peuvent se mettre en posture de bloquer l'accès à ces ressources. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, l'énergie et la matière première, c'est un premier sujet où on va avoir un questionnement pour sécuriser notre économie. Deuxièmement, on a la dérive climatique. On voit bien qu'on fait face à des aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses, inondations, sécheresses, incendies, tempêtes. Tout ça ayant des incidences en fait sur la mortalité humaine, sur la baisse des rendements agricoles, sur les disponibilités en eau potable. Ça dégrade des habitats, ça nuit à la santé des forêts, ça nuit à la viabilité de certains territoires, notamment sur les îlots de chaleur. Vous voyez, hein, je vous fais une revue de presse de la saison passée, mais quelque part, on commence à sentir les premiers effets de la dérive climatique et environnementale. Et je parle de l'environnement puisqu'on vit aussi en fait peut-être un troisième sujet qui est important, qui est la 6e extinction de masse. En fait, aujourd'hui, on voit bien que sur les 2 millions d'espèces qui ont été identifiées à ce jour, on a quand même 1 million d'espèces qui sont aujourd'hui menacées. Donc, en synthèse, tout ça pour vous dire que notre modèle de développement économique pose la question de la soutenabilité de nos modes de vie, de production et de consommation. Et quand on parle de soutenabilité, on parle bien de notre capacité à vivre sur cette planète et à pouvoir avoir un modèle qui soit prospère dans les années qui viennent. La première conséquence de tout ça, c'est qu'il faut en fait, qu'on va avoir un enjeu qui est de réaligner la performance économique, sociale et environnementale. Et donc là, ça m'amène à traiter de la notion de soutenabilité, effectivement, comme cadre d'action économique, puisque ça permet de penser au sein de l'entreprise une activité qui soit compatible avec notre environnement, au sens des ressources naturelles qui sont disponibles et que la planète est en mesure d'absorber. Donc, comme on l'a vu un peu précédemment, ce sujet de la dérive climatique et environnementale met l'entreprise face à la question de son propre modèle économique qui doit être soutenable pour pouvoir être pérenne dans les années qui viennent. Donc là, typiquement, je pense qu'on peut aller à la slide d'après, Camille. On voit bien que pour faire face en fait à ce monde un peu volatile, incertain, complexe, ambigu, qui caractérise en fait en réalité le quotidien maintenant des entreprises, la question de la soutenabilité, en fait, ça devient un sujet central, puisque c'est une manière de réancrer leur modèle avec les besoins essentiels en fait, de nos sociétés dans les années qui viennent. Donc,
quelques éléments qui permettent de penser un modèle économique soutenable pour une entreprise. Donc, ça vous permet de dessiner un peu l'entreprise de demain, quelque part. Bah, c'est forcément une entreprise qui a une faible empreinte carbone. C'est forcément une entreprise qui a une faible consommation de ressources, ou du moins qui optimise la consommation de ressources. Précédemment, j'évoquais le fait que on avait des sujets d'accès aux ressources. Donc voilà, c'est une manière de repousser cette question-là. C'est une entreprise qui contribue à des enjeux d'intérêt collectif. Et c'est là où typiquement des notions d'économie à impact positif, la question des ODD dans lesquelles les entreprises peuvent s'insérer, sont aussi des manières de penser le modèle économique d'une entreprise au service euh, d'un cadre de vie prospère pour l'ensemble d'une population et d'une société. Tous ces objectifs-là, en fait, elles permettent de vraiment pousser l'alignement de la proposition de valeur de l'entreprise et de son modèle économique avec les besoins à venir de nos sociétés. Et ça permet de réduire en fait l'exposition de l'entreprise aux risques climatiques, puisque si votre modèle d'activité est centré sur les besoins d'une population, ou en tout cas les besoins d'un territoire, il y a quand même plus de chances qu'au moment où ça se tende, vous soyez en mesure tout simplement de passer en premier, en fait, tout simplement, hein, quand il s'agira de réguler. Je prends un exemple, hein, typiquement, cet été, on a commencé à connaître un peu partout en France des restrictions d'accès à l'eau. Et ça comprenait également en fait, des entreprises industrielles. Donc, dans ce cadre-là, on voit bien que pour une activité industrielle, typiquement, le fait d'être centré, on va dire, sur des biens et services qui servent en partie l'intérêt général, ou en tout cas qui trouvent une résonance forte dans notre société, ça permet de garantir l'accès à des ressources en eau, alors qu'on voit bien que d'autres produits, peut-être, seront tout simplement restreints sur l'accès à ces ressources. Donc ça, c'est plutôt le volet entreprise. Comment est-ce qu'on pense à l'échelle d'une entreprise un modèle d'affaires qui permette de répondre à la dérive climatique, c'est-à-dire qui s'inscrivent un peu dans cette idée de limite planétaire et de monde fini, d'interdépendance, de boucle de rétroaction et de système complexe. Et le fait de pousser la soutenabilité économique de son modèle permet de se réancrer et donc de s'approcher en fait des besoins réels de nos sociétés et donc d'être moins exposé tout simplement aux risques que connaissent les entreprises face au sujet climatique. Deuxième pilier un peu de cette affaire-là, la question de la résilience. Et donc, quand on parle de développement économique, on parle aussi effectivement à l'échelle d'un territoire, comment est-ce qu'on assure un certain niveau de développement économique, donc un certain niveau d'activité qui permettent de générer des entreprises, des emplois et donc une forme de prospérité. Donc, pour penser un peu le développement économique de demain, je pense que la question de la résilience doit être un peu la boussole centrale qui permet de travailler sur ces sujets-là à l'échelle des territoires. Donc, effectivement, la résilience, ça doit permettre aux territoires d'anticiper, de réagir, de s'adapter à des perturbations, qu'elles soient brutales ou continues. Donc, on retrouve vraiment l'idée que pour le territoire, la résilience économique, ça permettrait de garantir des modes de vie, de production et de consommation prospères pour sa population. Et ça permet aussi d'avoir un tissu économique qui soit capable d'agir et de réagir face aux perturbations qui sont déjà présentes et qui vont arriver dans les années qui viennent. Encore une fois, la question de la dérive climatique, elle est enclenchée. On peut essayer de limiter ses effets dans le temps maintenant en travaillant la sobriété maintenant, mais quoi qu'il arrive, on connaîtra des effets liés au changement climatique dans nos vies dans les années qui viennent. Donc, la résilience, c'est une boussole qui permet d'orienter nos actions en matière de développement économique. Et au sein du studio, nous, on aime bien le travailler autour de trois aspects, qui est un peu cette notion-là, qui est de dire le développement sur un territoire, c'est de quand même travailler ces trois sujets-là, vivre, produire, consommer aujourd'hui, trois grandes fonctions en fait qui existent. Alors effectivement, il n'y a pas que ça dans la vie, mais quand même, on retrouve beaucoup d'actions qui peuvent concerner un territoire sur ces trois aspects-là. Donc, vivre, le premier sujet pour un territoire, c'est d'être capable de proposer des services et des aménagements de qualité qui soient résilients face aux effets du changement climatique et qui soient respectueux des besoins sociaux et compatibles avec les limites planétaires. Et donc là-dedans, on retrouve un peu des contraintes liées à la ZAN, on voit des sujets qui sont quand même très d'actualité aujourd'hui, qui est de voir comment est-ce qu'on propose un modèle d'aménagement, de mobilité qui permettent tout simplement à la fois d'assurer un plancher social et un plafond environnemental, donc c'est le fameux donut économique de Kate Raworth, mais qui permet de penser à l'échelle d'un territoire une zone de vie pour les populations qui soit agréable, avec un certain nombre de services qui sont quand même mobilisés, sans excès environnementaux pour garantir la soutenabilité du modèle. Ensuite, on a la brique produire.
Et donc, à l'échelle du territoire, il faut être en capacité de penser des capacités productives qui soient comptables avec les limites planétaires. Donc, on retrouve cette notion de soutenabilité que j'évoquais précédemment et qui puisse générer de la richesse pour le territoire. Et ça, c'est important parce que la question des retombées économiques sur le territoire, ça doit être quelque chose qui doit être menant dans la conduite économique aujourd'hui pour se dire est-ce qu'on a vraiment encore de la place pour des activités économiques qui ne produisent pas un bien-être au sein des populations autour. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment être en mesure de travailler et de pousser. Et enfin, sur la partie consommation, évidemment, il y a des choses qui doivent être mises en avant. C'est d'abord essayer de pousser les logiques circulaires au maximum. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, le sujet de la ressource et de la sobriété seront les deux, un peu les deux jambes sur lesquelles on va marcher dans les années qui viennent. Donc, plus la demande locale favorise les logiques circulaires, moins on est dépendant des ressources extérieures au territoire, donc mieux c'est. Donc, c'est des choses qu'il faut absolument encourager très rapidement dans les modèles de développement économique territoriaux. Et enfin, il y a toute une approche par les ressources locales, c'est-à-dire comment est-ce que, avant de construire des approches économiques dépendantes de ressources qu'on n'a pas, on essaye de travailler au mieux les ressources disponibles. À ce titre-là, je pense qu'il y a un exemple que j'ai vu sortir dans la presse assez récemment où on voit bien que sur la question de l'alimentation, il y a des sujets sur la résilience alimentaire à travailler à l'échelle des territoires. Et je crois que c'est la ville de Nice qui a décidé d'investir ce sujet-là, justement pour renforcer son autonomie, toujours partielle sur les questions alimentaires, mais son autonomie de façon à pouvoir assurer un certain niveau de production alimentaire à destination de sa population. Donc, en conclusion, peut-être vous donner un peu ces quelques bonnes pratiques, nous, qu'on a identifiées sur les territoires, sur les sujets de transition économique. Le premier sujet, c'est la question de la planification. On va faire face à une transformation de nos économies dans les années qui viennent. La pire des approches possibles, c'est de ne pas le traiter et de juste subir les effets et les soubresauts qu'on va connaître petit à petit. Donc, plus on sera capable de à la fois transformer les activités existantes pour les pousser vers la soutenabilité ou accompagner la redirection de certaines activités vers de nouvelles qui sont pensées directement dans un cadre soutenable, mieux ça se passera pour tout le monde. Ensuite, le deuxième point et la bonne pratique qui me semble essentielle, c'est la question des capacités, des moyens d'action qui sont disponibles localement. On l'a vu lors du Covid, penser qu'au moment où ça se passe mal, les gens à l'autre bout de la planète vont nous aider facilement, je pense que c'est un leurre. Donc, c'est important de repenser des leviers d'action à l'échelle locale, faire en sorte que sur les territoires, on ait des moyens pour produire certaines choses. Typiquement, l'alimentation, je pense que c'est un sujet à peu près essentiel. Mais on voit bien qu'à l'échelle de la France, des sujets de santé, par exemple, sur la production locale de médicaments, font partie un peu des politiques qu'on essaye de pousser pour les années qui viennent. Comme on n'est pas devin non plus, je pense que la question de la diversification du tissu économique, elle est importante et le plus possible, essayer de l'orienter vers des besoins structurants qui concernent tout simplement ce dont l'humanité aura besoin dans les années qui viennent. Donc là encore, distinguer l'utile de l'accessoire me paraît intéressant comme pratique de développement économique pour essayer de prioriser tout simplement les projets qu'on va essayer de soutenir ou de pousser sur un territoire. Et enfin, les deux derniers points, c'est évidemment favoriser l'ancrage local de ces entreprises. Une entreprise sans accès à des ressources, que ce soit des ressources foncières, des ressources humaines, des ressources financières, des matières premières, de l'énergie, elle ne fonctionne pas. Et donc, elle est toujours en fait quand même bien installée localement sur un territoire. Et donc, plus la proximité est forte entre le territoire et l'entreprise, plus il est capable, plus c'est facile en fait tout simplement d'essayer de résoudre les sujets qui sont les nôtres. Donc, plus on va favoriser l'ancrage local de ces entreprises, plus on va travailler l'animation en fait des entreprises en local, plus on va être en capacité de traiter ces sujets un peu difficiles avec eux et pour les aider à avancer dans le bon sens. Et là, je laisserai peut-être sur le dernier point Vincent compléter, mais on parle bien d'une notion d'écosystème. En réalité, c'est ce qui permet d'enclencher la transition écologique sur un territoire, c'est la qualité du jeu collectif. Et donc, pour avoir un jeu collectif qualitatif, il faut avoir un écosystème qui soit localement fonctionnel et donc qui soit capable d'échanger des ressources, de travailler ensemble, de produire des résultats. Et donc là, je vais plutôt, à mon avis, c'est plutôt le sujet de Vincent, la partie communautaire, qui va vous être présentée. Merci Hugo.
C'était super intéressant. Alors, effectivement, il y a des mots-clés qui ont forcément résonné plus que d'autres de mon côté, hein. Jeu collectif, écosystème, tissu économique, réactif, logique circulaire, et cetera, et cetera. Des choses qu'on va aborder juste après. Pour rappel, hein, si vous avez des questions pour Hugo, vous pouvez les écrire dans le chat ou les poser à la fin du webinaire. On se fera un plaisir d'y répondre. Alors, vous l'avez compris, chez Voodoo, nous pensons avoir trouvé effectivement la réponse pour accompagner l'ensemble de ces acteurs, hein, l'ensemble des acteurs d'un même territoire pour affronter les défis de ces transitions. Et pour reprendre les propos d'Hugo, pour développer les interactions de son écosystème local. Et cette réponse, donc, c'est faire communauté. Alors, comment définir la notion de faire communauté? Faire communauté, c'est élargir le champ des relations au sein des territoires. En fait, c'est un mode d'organisation des relations qui permet d'innerver beaucoup plus en profondeur au sein des structures implantées sur un même territoire, entreprises, administrations, collectivités, associations, etc., etc. Autrement dit, c'est mettre en place un dispositif global de collaboration pour s'affranchir de toutes les barrières techniques, politiques, administratives, hiérarchiques, géographiques, pour faciliter les mises en relation et l'émergence de projets, d'idées, d'innovations, de coopération commerciale, etc., etc. Et donc, en fait, c'est offrir à tous la possibilité d'aller plus vite, d'être plus efficace et d'être plus impactant dans son quotidien. Alors, vous allez me dire comment cela est possible. Camille? Eh bien, tout simplement parce qu'un dispositif communautaire territorial bien construit, bien animé, bien piloté, je reviendrai sur ces éléments, sur ces notions juste après, ça permet de développer un environnement de confiance, c'est-à-dire un environnement rassurant, épanouissant pour les personnes, facilitant, qui est donc favorable à l'innovation, à l'entrepreneuriat et à l'investissement. C'est QFD, comme on dit. Et donc, pour faire communauté, eh bien, c'est tout un mécanisme bien particulier. Faire communauté dans le monde pro, ce n'est pas évident. Camille, tu peux passer. Même si l'homme, alors l'homme avec un grand H, hein, est un animal social, ce n'est pas inné. Il y a 3 enjeux clés à avoir en tête pour un projet communautaire. Tout d'abord, c'est de savoir et d'être en capacité de réunir les bonnes personnes au bon endroit. Autrement dit, on n'invite pas n'importe qui, n'importe où, sans bonne raison. Ensuite, c'est offrir la possibilité à ces personnes d'accéder et de créer des contenus de qualité en lien avec la raison d'être de la communauté. C'est-à-dire qu'en tant que membre d'une communauté, je ne suis pas là pour perdre mon temps à lire du contenu non approprié, qui ne me concerne pas ou pas intéressant, comme sur certains célèbres réseaux sociaux, qu'ils soient professionnels ou non. Enfin, c'est de pouvoir faciliter les bonnes mises en relation et les bonnes mises en relation, pardon, c'est-à-dire celles qui font sens et qui permettent en fait de faire bouger les lignes qu'on n'avait pas encore réussi justement à faire bouger jusqu'à maintenant. Surtout qu'on n'avait pas encore réussi à faire bouger en fait avec les méthodes de collaboration plus traditionnelles. Donc c'est de savoir en fait qui est qui, quelles sont les compétences de la personne ou proposées par l'organisation, quel est son savoir-faire pour identifier rapidement qui peut m'apporter quelque chose au sein de ma communauté, qui pourra en fait m'aider à trouver une réponse, à trouver des solutions à mes problèmes, qui voudra et pourra coopérer sur un projet de développement, d'innovation, de coopération économique, commerciale, etc., etc. Alors, comment faire? Comment faire un bon projet communautaire? Eh bien, pour construire un projet communautaire, pour faire communauté, eh bien, il vous faut la bonne méthode et les bons outils. Autrement dit, il vous faut un plan stratégique avec ses déclinaisons opérationnelles, à savoir un plan de recrutement des membres, un plan d'animation de ces membres, un plan de communication et une qualité d'exécution de ces plans et de pilotage exemplaire. Car avoir des bonnes idées, c'est bien, savoir les mettre en œuvre, c'est quand même mieux. Et enfin, ce qui est important, c'est aussi d'avoir des outils adaptés à notre monde d'aujourd'hui pour faire communauté quand on veut et où on veut. C'est-à-dire mettre en place des solutions digitales personnalisées, sécurisées, pour outiller votre communauté, pour favoriser en fait les interactions et les échanges, notamment en mode asynchrone,
pour enregistrer et partager plus facilement le contenu de la communauté, donc soit le contenu qui a été créé, soit le contenu qui a été partagé, pour identifier en fait plus rapidement et facilement les membres de ma communauté, les contacter, proposer des projets, être mis en relation, etc., etc. Finalement, la stratégie, les plans opérationnels, le pilotage et les outils digitaux sont indissociables pour faire communauté et que la communauté, finalement, produise la valeur attendue pour le territoire et ses membres. Alors, concrètement, au sein d'un dispositif communautaire territorial, qu'est-ce qu'on va y trouver? Vous allez y trouver ce qu'il y a globalement sur la slide. Grâce aux 170 communautés accompagnées par Voodoo, ça représente à peu près 10 000 organisations aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement qu'il y a des cas d'usage communs. On retrouve en effet, en gros, dans 80-90% des cas, les mêmes sujets, avec comme fil rouge, effectivement, cette transition environnementale. Parce que cette transition environnementale, elle est adressée en fait différemment fonction des spécificités de chaque territoire. Donc ces sujets sont généralement l'économie circulaire, des clubs d'échange autour de la RSE, autour de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, sur de la recherche de fournisseurs, partenaires locaux, sur l'animation de CMQ, de clusters d'entreprises, de filières, de tiers-lieux, etc., etc. Et pour illustrer mes propos, en fait, je vous ai montré le cas de l'ADNFC, donc qui est l'Agence de développement économique du Nord-Franche-Comté. Et ce qui est intéressant avec la DNFC, c'est déjà que c'est un territoire de taille modeste. On n'est pas sur un grand territoire. Autrement dit, pas besoin d'être grand, d'être étendu pour avoir un dispositif communautaire professionnel et piloté. Autre point intéressant avec la DNFC, c'est que c'est un dispositif multicommunautaire. C'est-à-dire que vous avez une communauté mère, la DNFC, qui regroupe plusieurs communautés filles, ayant chacune à la fois leur propre identité et leur propre autonomie. Mais cette autonomie, cette indépendance ne les empêche pas, bien au contraire, de pouvoir être en capacité d'interagir et de coopérer avec les autres communautés filles réunies au sein de la DNFC. Et enfin, comme vous pouvez le voir, cette méta-communauté adresse des sujets en lien avec notre thème du jour. Vous avez un club sur l'hydrogène. Et donc l'énergie, Hugo l'a évoqué tout à l'heure, est fortement liée au sujet de l'écologie, de la transition environnementale. Nous avons un CMQ, donc un campus des métiers et des qualifications sur les mobilités du futur. Et là encore, on voit le lien fort entre mobilité, automobile et transition écologique. Il y a un tiers-lieu, le Maternable, qui fourmille également de projets. Voilà, donc ça, concrètement, ça vous montre qu'est-ce qu'un dispositif communautaire piloté, outillé sur des sujets qui adressent donc la transition environnementale. On approche maintenant la fin de ce webinaire et j'ai voulu le conclure en vous partageant en fait une citation d'Antoine Macré. Antoine Macré, c'est le directeur d'HDFID, l'Agence de développement et d'innovation des Hauts-de-France, qui est client de Voodoo. Et on a interviewé récemment Antoine, et Antoine, qu'est-ce qu'il nous dit? Antoine, il nous dit que ces transitions sont tellement profondes et globales qu'elles requièrent plus que jamais de la persévérance et de la détermination. Les méthodes collaboratives d'hier ne sont plus adaptées car trop verticalisées, trop silotées par projet ou par territoire. Et là, ça fait écho effectivement à la remarque aussi de la DNFC qu'on a vue en introduction. Et ensuite, il termine en disant qu'en unissant réellement nos forces et en faisant face collectivement aux défis des grandes transitions, nous créons les fondations d'un avenir plus durable, innovant et harmonieux pour tous. Et ce dernier paragraphe, finalement, c'est pour moi la synthèse parfaite des propos d'Hugo, de la notion de faire communauté au sein d'un territoire. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, je vous invite à scanner le QR code pour nous laisser votre avis sur ce webinaire. Enregistrez aussi vos coordonnées afin de recevoir le replay et la présentation détaillée de ce webinaire. Et donc, nous sommes, Hugo et moi,